Mesdames et messieurs, il me revient l'honneur d'ouvrir cette 16e édition des États de la France, qui constitue l'occasion pour la communauté des sociétés étrangères implantées en France de se retrouver après une édition 2020 totalement digitalisée. En premier lieu, je tiens à remercier toutes les sociétés, elles sont nombreuses et fidèles à cet événement, ainsi que les chambres de commerce étrangères et les agences régionales de développement, de s'être associées à notre rendez-vous annuel des entreprises bien en France, consacré à l'attractivité de l'Hexagone. Merci également au Figaro et à l'Express pour leur soutien. Je tiens aussi à saluer Business France et son président Pascal Cady, qui cette année encore ont décidé d'être à nouveau partenaires des États de la France. Nous aurons d'ailleurs le privilège en fin de journée de connaître les lauréats des 3e prix Choose France qui célèbrent l'engagement et l'implication des groupes étrangers sur le territoire français. Engagement ô combien fort et symbolique, car il démontre par l'exemple que les entreprises étrangères croient en la France, malgré la crise que le monde entier a dû affronter et dont nous ne sommes toujours pas totalement sortis. En effet, l'an dernier, nous n'étions pas dans ce grand amphithéâtre, mais dans un studio d'enregistrement, et si les conditions sanitaires à l'époque ne nous ont pas permis de nous retrouver tous ensemble, nous avions tenu à organiser tout de même cette 15e édition. Car malgré les circonstances, la communauté des groupes étrangers avait participé à l'effort pour nous permettre d'affronter cette crise inédite. Cette crise soudaine, brutale, a touché la France comme l'ensemble du globe avec une rapidité et une ampleur inédites. Et de crise sanitaire, celle-ci est devenue économique et sociétale, bousculant nos méthodes de travail et nos habitudes, au-delà même de la crise. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour nous projeter vers l'avenir, quand bien même une forme d'incertitude sanitaire règne encore, 4e vague, nouvelle étape de vaccination, entre autres, il est du devoir des dirigeants d'entreprise de penser de quoi demain sera fait. C'est pourquoi nous avons fait le choix d'intituler cette 16e édition « Construire maintenant un nouveau monde ». Pour savoir où nous allons, il est essentiel de savoir d'où l'on vient. Si l'on analyse les dernières années et le chemin parcouru en termes d'attractivité et d'image à l'international, la France a gagné d'incroyables parts de marché. Des sièges, des centres mondiaux viennent s'installer en France. De spectaculaires investissements nous arrivent et des talents qui avaient décidé d'écrire leur avenir ailleurs nous reviennent. Le sommet de Choose France à Versailles est maintenant un passage obligé pour les CEO. La France attire et séduit, malgré les crises, pour avoir eu le courage de s'attaquer fermement et sereinement aux vieux tabous et aux vieux totems qui si longtemps ont dissuadé les maisons mères de faire le choix du pays. Au sortir de la crise, il est un fait indéniable. La France attire encore et toujours les groupes internationaux. Brice Teinturier le démontrera avec les résultats de son enquête réalisée chaque année pour les États de la France, et Éric Fourel le rappellera en s'appuyant sur le dernier baromètre EY qui place la France en tête des investissements étrangers en Europe, et Pascal Cagny l'illustrera en ouvrant la 3e cérémonie d'annonce des lauréats des prix Choose France. Néanmoins, pour rester attractive et jouer son rôle de nation vigilante, la France doit préparer un monde pour demain respectueux des individus et de la planète. Elle se doit d'anticiper pour ne pas subir les transformations dans l'organisation du travail, ne pas subir les attentes des citoyens et des consommateurs en matière de développement durable, ne pas subir les nouveaux équilibres en Europe, ne pas subir les percées technologiques qui seront la croissance de demain, ne pas subir la guerre des talents, ne pas subir les enjeux de chaînes de production et de ressources.
Toutes les dirigeantes et tous les dirigeants d'entreprises étrangères implantées en France, réunis aujourd'hui, partagent la même ambition. Participer à la construction du monde de demain et faire en sorte que la France y ait son rôle à jouer, car elle dispose de tous les atouts nécessaires pour rester sur la première marche du podium. C'est dans cette perspective que nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui et demain pour la 16e édition des États de la France, sous le regard bienveillant de Robert de Sorbon, de Descartes, de Lavoisier, de Rollin, de Pascal et de Richelieu. Bons États de la France à toutes et à toutes. Et je vous remercie d'applaudir très fort Raymond Soubi, de le remercier et évidemment de lui souhaiter un bon rétablissement et de lui dire toute l'amitié de cette communauté. Je vais maintenant demander à Olivier Nataf, le président d'AstraZeneca en France, un groupe qui vous est désormais très familier. Je remercie Olivier pour mes 2 doses, de monter sur scène. Olivier va accueillir pour nous celui qui est d'une certaine façon notre ministre de tutelle. Son portefeuille comporte en effet le sujet de l'attractivité. C'est Franck Riester, ministre du Commerce extérieur et de l'attractivité. Monsieur le ministre, c'est un très grand plaisir de vous avoir à nouveau avec nous aujourd'hui. Olivier, tu as la parole. Merci beaucoup. Alors je vais me permettre du coup d'enlever mon masque. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver dans cet amphithéâtre de la Sorbonne et surtout ravi de vous accueillir, Monsieur le ministre. Et je tenais à commencer évidemment par vous remercier au nom de notre communauté réunie dans ce grand amphithéâtre pour nous faire l'honneur de votre présence. Vous êtes en effet un petit peu notre ministre, le ministre de l'attractivité, puisque depuis 16 ans, les États de la France se réunissent et réunissent des leaders, des dirigeants de sociétés multinationales implantées en France pour parler d'attractivité, pour parler de compétitivité, pour parler de la meilleure manière d'investir en France et de convaincre nos sociétés, nos maisons mères d'investir en France. En effet, nous sommes, tout comme vous, mais à notre échelle, quelque part des ambassadeurs de la France au sein de nos sociétés, et nous vantons et nous travaillons tous les jours sur les qualités de la France, sur la raison pour laquelle il fait bon de choisir la France pour des investissements dans le monde de demain, évidemment, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. La France a subi une crise, évidemment, et a subi la crise de plein fouet exactement comme l'ensemble des pays du monde. Et il a été extrêmement important et remarqué de voir la rapidité de la réaction du gouvernement en soutien des entreprises et en soutien surtout des employés de ces entreprises, puisqu'une entreprise est avant tout, comme nous le disons souvent, un tissu social au sein de son groupe, mais aussi à l'extérieur comme participant à l'environnement et à l'écosystème et à la société tout entière. L'amplitude de la réaction du gouvernement a rendu et a continué de rendre la France effectivement attractive, et j'en veux pour preuve un certain nombre de chiffres que je vais lire. Les projets d'investissement étrangers en France ont créé 30 000 emplois, donc avec un effet positif sur les territoires, puisque, et j'en veux peut-être aussi un effet de la crise de la Covid, l'attractivité des territoires, l'attractivité des régions a été au rendez-vous. 40% de ces 30 000 emplois se sont installés dans des villes de moins de 20 000 habitants, et ça, c'est une direction qu'il est extrêmement intéressant de remarquer. On a aussi le plaisir d'accueillir cette année 3 agences régionales, Invest in Lyon, Provence Promotion et Nord France Invest, en français dans le texte, ce qui veut dire que, effectivement, les régions et les territoires sont partie prenante de l'attractivité de la France et de sa compétitivité. Mon groupe AstraZeneca a fait le choix et a annoncé à Choose France en 2020 d'investir en France et reconnaît évidemment la qualité de sa formation initiale, la qualité du développement des talents, la qualité de la recherche, la qualité de l'industrie. Et nous avons non seulement annoncé cet investissement de 500 millions de dollars sur 5 ans à partir de 2020, mais le plus important, c'est d'en avoir déjà réalisé en 2020 104 millions, ce qui signifie que nous sommes, comme on dit, on track
pour ces investissements qui sont en particulier dans notre usine à Dunkerque, dans la recherche académique, dans l'innovation digitale et dans la responsabilité sociale des entreprises, avec en particulier un focus sur la protection de l'environnement et l'insertion des jeunes de quartiers défavorisés. Le plan de relance qui a été annoncé, avec un budget de 100 milliards d'euros, est aussi une preuve et une marque importante d'attractivité pour la France. Évidemment, cet investissement et son focus, encore une fois, sur la jeunesse, sur l'innovation, sur le monde de demain, a été remarqué par l'ensemble de nos maisons mères, j'en suis certain. Toutes ces thématiques, et évidemment la présence et l'attractivité de la France au sein d'une Europe aussi attractive, compétitive et présente, feront le cœur de nos débats aujourd'hui et demain. Monsieur le ministre, je vais vous épargner la demi-page de discours qui me reste pour vous laisser la parole, puisque c'est vos mots que nous voulons entendre plus que les miens. Nous sommes absolument convaincus et continuons à être des ambassadeurs pour dire une chose extrêmement simple. La France est attractive. Les chiffres que Brice Teinturier présentera lors de notre première table ronde le confirmeront. Et ça a été aussi illustré par les récentes levées de fonds de la French Tech, 1,2 milliard de dollars levés en 2 jours en septembre. Il y a une conclusion, ça devient factuel, c'est marqué dans tous les chiffres. La France est attractive, nous en sommes fiers, nous allons continuer notre investissement et notre combat en tant qu'ambassadeurs au sein de nos filiales et nous sommes ravis, Monsieur le Ministre, et moi en particulier, de vous céder la parole. Bien, Monsieur le Président, cher Raymond Soubi, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais peut-être qu'il nous suit par vidéo interposée, je lui souhaite un prompt rétablissement. Cher Olivier Marchal, voilà, il est là. Cher Olivier Nataf, merci pour vos mots. Merci aussi pour vos mots, cher Olivier Marchal. Permettrai de saluer Denis Zerduvaki, qui est présent ici et qui veille toujours avec beaucoup d'attention aux destinées de DZEDA. Et je voudrais vraiment saluer et remercier le cabinet DZEDA pour le travail qu'il fait depuis 16 éditions de ces États de la France, au service de la mobilisation des énergies que vous représentez et au service de l'attractivité de notre pays. Et permettez-moi donc de vous remercier vraiment très chaleureusement pour ce que vous faites au quotidien pour l'attractivité de la France, pour relayer à vos maisons mères un message très positif de notre pays, pour nous remonter à nous, décideurs publics, les éléments qui sont des éléments sensibles aux yeux de vos partenaires, aux yeux de vos maisons mères, à vos yeux aussi, vous qui, je dirais, pratiquez la France au quotidien en termes de business. C'est absolument précieux et ça nous permet de mettre en œuvre des politiques les plus adaptées à vos besoins, aux besoins de la compétitivité de la France et au service de cette attractivité si importante pour nous, pour ce que ça signifie en termes d'investissement aujourd'hui, demain, et donc en création de richesses, en création d'emplois et de dynamique économique. Je voudrais aussi remercier très chaleureusement Pascal Cagny, qui est le président de Business France et qui, dans ses fonctions de président du conseil d'administration de Business France, mais aussi à travers le parcours qui est le sien, est un artisan déterminé, engagé au service de l'attractivité de notre pays. Et je sais à quel point il veille à ce que ces États de la France, ces prix de Choose France aient tout la répercussion médiatique qu'ils méritent. Et donc merci beaucoup, cher Pascal, pour tout ce que tu fais. Et vous me permettrez aussi de remercier Marie-Cécile Tardieu, qui est la directrice générale adjointe de Business France, en charge spécifiquement de l'attractivité, qui est présente avec nous aujourd'hui et qui, à travers les équipes de Business France, fait un travail exceptionnel. Ravi donc d'être ici à la Sorbonne pour parler des sujets d'attractivité qui vous sont chers, l'attractivité de notre pays qui est au cœur de la politique du gouvernement, au cœur de la volonté du président de la République justement de faire en sorte que la France s'inscrive dans le XXIe siècle avec beaucoup de force. J'étais à Dubaï avant-hier lors d'un déplacement de 3 jours pour le lancement, pour l'inauguration de l'Expo 2020 à Dubaï et pour la Journée de la France
qui était le samedi 2 octobre, un jour dédié à la France. Nous sommes le premier pays choisi par les Émirats arabes unis pour le jour pays, comme ils appellent, le jour où tout l'expo tourne autour d'un pays qui a un pavillon sur l'expo 2020. Le fait que nous ayons été choisis est un signe bien évidemment d'amitié particulière entre la France et les Émirats arabes unis, mais c'est aussi, et ça m'a été dit par les différents interlocuteurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer avec Jean-Yves Le Drian, qui était aussi présent lors de ce jour France de l'Expo 2020, aussi le signe de l'importance que revêt la France en matière d'attractivité, en matière de déploiement à l'international, puisque tout est lié. Et les Émiriens ont une vision très claire de l'évolution de la France ces dernières années en matière d'attractivité. L'engagement sans faille du gouvernement, l'engagement sans faille du président de la République, l'engagement sans faille qui est le vôtre pour l'attractivité, nous permet d'avoir des résultats importants en matière d'image, en matière de projets très concrets. Et je dois dire que le fait d'avoir l'opportunité physiquement d'en parler aujourd'hui est une chose très positive. C'est vrai, ça a été dit tout à l'heure par Olivier Marchal, l'an dernier nous n'avions pas pu le faire physiquement. C'est important de pouvoir le faire maintenant physiquement et d'échanger pendant toute la journée à ce propos. L'an dernier, nous étions au cœur du combat contre le virus et contre la crise économique avec un nouveau confinement pour protéger les Français et des mesures de soutien renforcées pour protéger les fondamentaux de notre économie. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chemin parcouru en un an et ce combat n'est pas fini. Même si les choses, vous le savez, vont mieux en France, c'est encore très compliqué en Asie, dans un certain nombre d'autres pays du monde. Mais nous sommes aujourd'hui en passe de gagner ce pari contre le virus, même si nous restons très prudents, très concentrés et très humbles par rapport à cette pandémie qui nous a marqués depuis 1 an et demi. Mais le simple fait que nous soyons ici rassemblés dans cet amphithéâtre en est une preuve éclatante. Grâce au progrès rapide de la vaccination, notamment depuis l'été, nous sommes donc en train de surmonter la crise sanitaire qui a fait tant de victimes et qui a tant pénalisé notre économie pendant plus d'1 an. Le rapport économique, social et financier du projet de loi Finances 2022, qui est publié aujourd'hui même, est très instructif par rapport à la situation de notre pays après cet 1 an et demi de crise sanitaire, économique et sociale. Et que nous dit-il? D'abord que l'heure est sans contexte à la reprise. La croissance est attendue à plus de 6% en 2021, vous le savez, et nous estimons à plus de 4% en 2022, plaçant la France en tête des grandes économies européennes. Il nous dit que la situation sur le marché du travail s'est également fortement améliorée en 2021, puisque l'emploi salarié dépasse désormais son niveau d'avant-crise, et depuis le début du quinquennat, ce sont ainsi près de 827 000 emplois salariés qui ont été créés malgré la crise. Nos finances publiques sont maîtrisées, donc quoi qu'il en coûte, nous avons su pour autant garder la tête froide, les chiffres sont là. Grâce au rebond de l'activité, nous devrions parvenir à ramener le déficit de 8,4%, ce qui est évidemment colossal en 2021, à 4,8% en 2022. Ces bons résultats ne sont pas tombés du ciel, vous le savez. Dans vos entreprises, c'est la même chose. Pour avoir des résultats, il faut mettre en œuvre des mesures, il faut avoir une stratégie, la mettre en œuvre avec beaucoup de force, de détermination pour avoir les résultats attendus. Et ces résultats, ils sont le fruit des mesures de soutien massif, d'abord, que nous avons prises pendant la crise, ce fameux « quoi qu'il en coûte », en mobilisant beaucoup d'énergie pour protéger l'outil économique et protéger les talents qui sont dans les entreprises qui sont les vôtres. Ils sont aussi le fruit du plan de relance, dont nous avons d'ores et déjà engagé 47 milliards d'euros au mois de septembre. Nous savons que la rapidité d'exécution est l'une des clés de la relance, et nous avons pris donc les mesures adéquates pour ne pas perdre une minute de ce temps si précieux pour notre économie et nos entreprises. D'ici la fin de l'année, nous voulons engager 70 milliards d'euros mobilisés. Le Premier ministre Jean Castex l'a réaffirmé très récemment. Les chefs d'entreprise étrangères, le chef d'entreprise étrangère implanté en France ne s'y trompe pas, puisque 90% jugent positivement notre plan de relance. C'est absolument un chiffre à mettre en avant. 90% des chefs d'entreprise étrangères en France estiment que ces mesures du plan de relance sont positives pour notre économie.
Mais ces résultats de l'économie française en 2021 sont aussi le fruit de réformes que le gouvernement mène depuis 4 ans sous l'impulsion du président de la République. Et il faut mesurer le chemin parcouru. Vous parliez tout à l'heure de tabous ou de totems. En 2017, nous sortions d'une période marquée par une fiscalité très forte, tant pour les entreprises que pour les ménages. Une période marquée aussi par une forte instabilité législative et fiscale qui rendait l'environnement des affaires particulièrement peu lisible pour les entreprises et donc peu propice aux investissements français comme étrangers. L'image du site France auprès des entreprises étrangères était au plus bas. Il suffit de consulter le baromètre Ipsos pour s'en convaincre. Vous aurez des précisions évidemment tout à l'heure plus importantes, mais 6 mois avant l'élection présidentielle de 2017, seuls 27% des sièges mondiaux avaient une opinion positive de la France. 27%. À 6 mois de la fin de ce quinquennat, donc 5 ans plus tard, après une pandémie et une crise économique historique, ils sont 73% à avoir une opinion positive de la France. Et la France progresse dans les classements internationaux, quels qu'ils soient. En matière d'innovation, la France atteint le 11e rang du Global Innovation Index, gagnant une nouvelle place en 2021. Dans le domaine de la finance, Paris est désormais la seule place financière de l'Union européenne à figurer dans le top 10 mondial, en hausse de 15 places par rapport à l'année dernière. Ces progrès dans l'image permettent de rehausser la confiance des entreprises étrangères. Elles sont aujourd'hui près de 20%, 19% exactement, de plus qu'en 2020, à projeter d'investir dans notre pays dans les prochaines années. Plus 20 points en un an d'entreprises étrangères qui veulent investir dans notre pays. Mais ici, ça n'est pas l'intention qui compte. Ce que nous souhaitons, ce que nous réussissons, c'est de convertir ces progrès d'image en projets concrets d'investissement. Et les projets d'investissement des entreprises étrangères, des entreprises que vous représentez, se sont multipliés. La France est le premier pays d'Europe pour l'accueil des investissements directs étrangers pour la 2e année consécutive en 2020. Il faut le dire, le répéter à ceux qui doutent inlassablement de nos capacités. L'incarnation de cette réussite, c'est bien entendu le grand moment de cette politique qui est le moment Choose France, le sommet Choose France de Versailles. Lors des 3 premières éditions, ce ne sont pas moins de 36 projets qui ont été annoncés pour un montant de 6,5 milliards d'euros d'investissement, dont 34 projets très concrets. Il faut y ajouter les 24 nouveaux projets annoncés en juin, pour 3,5 milliards d'euros qui vont générer près de 7000 nouveaux emplois. Et le message est clair, n'en déplaise à un certain nombre de défaitistes, de gens qui voient toujours le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein, et tous les déclinologues que parfois, malheureusement, notre pays a tendance à trop générer. Tous les indicateurs sont au vert. Et depuis 4 ans, la France reprend la place qui lui revient dans la compétition internationale. Même nos exportations sont dynamiques. Aujourd'hui, elles ont repris un niveau quasiment identique à l'avant-crise, avec des secteurs qui sont plus dynamiques qu'avant la crise. Et malgré les difficultés que nous continuons d'avoir dans l'aéronautique, qui est à peine à 50%, plus de 50% de ce qu'il était avant la crise en termes de nombre d'exportations. Malgré cette difficulté de l'aéronautique, nous avons quasiment retrouvé notre niveau d'exportation d'avant-crise qui montre la résilience de nos entreprises exportatrices et la dynamique des exportations dans de nombreux secteurs. Trop longtemps, notre pays s'était interdit de donner libre cours à son talent, à son énergie, à son esprit de conquête et d'innovation. On ne pourrait parler de compétitivité que pour en faire un totem ou un tabou, et d'être pro-business était une sorte de gros mot. Nous en avons fait des mots d'ordre. Oui, nous menons depuis 4 ans une politique résolument pro-business. Oui, nous avons fait de la compétitivité du site France une priorité de notre stratégie. Et peu importe les critiques, peu importe les difficultés politiques, nous tenons nos engagements et nous continuons à avoir cet agenda pro-business. C'est en ce sens que nous avons engagé un effort massif pour alléger la fiscalité et lever les freins administratifs qui entravaient le dynamisme de nos forces vives, des investissements des entreprises et donc de l'emploi. Bien sûr, il reste du travail. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire en matière de simplification, mais beaucoup a déjà été fait. Beaucoup a été fait aussi en matière de fiscalité. Et c'est l'acquis des baisses d'impôts inédites que nous avons mises en œuvre et que nous continuons de mettre en œuvre pour encourager l'investissement productif et l'activité économique. Baisse de l'impôt sur les sociétés qui aura été ramenée de 33% à 25% pour toutes les entreprises à l'horizon 2022. L'horizon 2022, c'est l'année prochaine. Et c'est dans le budget de 2022. Transformation de l'ISF en IFI,
avec la suppression de l'impôt sur la fortune sur les valeurs mobilières et réforme de l'impôt sur les revenus du capital avec la flat tax à 30%. Baisse inédite, massive et pérenne des impôts de production enclenchés en 2021 avec les 10 milliards d'euros en 2021 et 10 milliards d'euros en 2022. J'insiste sur ce point-là parce que parfois je me déplace régulièrement dans les différentes régions de France et quand je rencontre des chefs d'entreprise, je leur dis « Mais est-ce que vous avez fait le calcul pour votre entreprise de la baisse des impôts de production cette année ?» Eh bien, il y a encore trop de chefs d'entreprise qui n'ont pas fait le calcul. Je suppose que vous l'avez fait pour vos entreprises, mais c'est un effort colossal que cette baisse d'impôts de production de 10 milliards d'euros en 2021. Alors, il y a encore un décalage par rapport à l'Allemagne, mais c'est un effort absolument considérable et qui change vraiment la donne pour les entreprises qui ont des investissements importants en matière de structure industrielle. Il faut que cet argent-là, dont nous avons pris la décision d'en faire un choix prioritaire dans notre plan de relance, soit au service de la reconstitution de marge, au service de l'investissement et au service de l'avenir pour vos entreprises. C'est l'acquis de nos efforts pour alléger la charge administrative et simplifier aussi les procédures auxquelles les entreprises sont confrontées au quotidien, qu'elles soient françaises ou étrangères. C'est l'acquis du choix clair que nous avons fait de moderniser en profondeur les règles du marché du travail pour les rendre à la fois plus flexibles et plus protectrices, à l'image des attentes des salariés comme des entreprises, et avec un seul objectif, l'emploi, favoriser l'emploi. Et c'est le sens des ordonnances Pénicaud et de la réforme de l'assurance chômage qui est entrée en vigueur au 1er octobre. On a discuté, on a échangé, on a écouté les uns et les autres, on a tenu compte de la crise sanitaire, mais nous menons une réforme ambitieuse de l'assurance chômage qui est absolument clé pour l'avenir. Et en ce qui concerne la simplification administrative, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais les différentes lois que nous avons votées, qui représentent une somme de petites choses qui, accumulées les unes aux autres, font vraiment la différence. Cette priorité à la simplification administrative, nous continuons de l'avoir et croyez-moi, à chaque Conseil des ministres quasiment, le Président de la République fait un point avec nous de la façon dont on simplifie la vie des Français en matière de contraintes administratives. C'est aussi ces résultats l'acquis de la première stratégie industrielle claire depuis des décennies. Une industrie compétitive, innovante et décarbonée, c'est notre objectif. Aujourd'hui, les résultats sont là. Entre 2017 et 2019, notre compétitivité coût a progressé de près de 6% par an, par rapport à nos partenaires. Et les résultats sont concrets. En 4 ans, c'est 34 000 emplois industriels qui ont été recréés partout en France et notre pays est de loin la première destination de l'accueil des investissements étrangers dans l'industrie. Oui, des investissements étrangers en Europe sont plus nombreux en matière industrielle en France qu'en Allemagne. Et nous observons depuis quelques années, et ça s'est accentué ces derniers mois, beaucoup d'entreprises allemandes qui investissent dans l'industrie en France, ce qui n'était pas le cas précédemment ou très rarement. Nous ne devons pas nous satisfaire, bien sûr, de ces bons résultats. Nous devons continuer de mobiliser toute notre énergie. Notre succès à venir, puisque vous parlez beaucoup d'avenir à juste titre aujourd'hui, dépend de notre capacité à transformer l'essai, de notre capacité à accélérer encore, sans rien renier de notre ambition réformatrice. Et je vous le dis, et vous le savez, on a déjà eu l'occasion d'échanger régulièrement ensemble, nous irons jusqu'au bout, nous tiendrons le cap jusqu'à la fin de ce quinquennat. Nous sommes déterminés à faire encore mieux, à poursuivre et amplifier les transformations qui ont rendu le site France plus compétitif, plus innovant, plus attractif, plus conquérant. Et c'est le sens du nouveau plan d'investissement France 2030 qui sera présenté dans quelques jours par le Président de la République. Vous savez, être attractif, se déployer à l'international, il n'y a pas 50 solutions. Il faut être plus compétitif, il faut avoir une stratégie industrielle absolument offensive. Je le dirai juste après, il faut une politique commerciale moins naïve qui protège mieux nos entreprises et force nos partenaires à ouvrir leur marché. Et il faut mieux accompagner les entreprises à l'international. Et pour ça, il faut bénéficier, donc en matière industrielle, des technologies, de maîtriser les technologies d'avenir et d'avoir des avantages compétitifs dans ces secteurs-là. Alors, quels sont les défis que nous devons relever pour préparer notre pays, notre économie, notre société aux enjeux à venir maintenant ? En premier lieu, il faut affirmer notre leadership technologique, je viens de le dire, j'insiste dessus, à la fois de la France mais aussi de l'Europe. Nous sommes déterminés à positionner notre pays au premier rang dans les secteurs qui détermineront demain les gagnants et les perdants de la compétition mondiale. Nous serions déjà en retard si nous cherchions simplement le rattrapage. Il faut bien plutôt viser la rupture technologique en misant sur les filières d'avenir, comme les technologies vertes, comme l'hydrogène, comme les biotechnologies,
comme le calcul quantique ou bien d'autres secteurs d'activité. Avec le 4e plan d'investissement d'avenir, nous disposons donc aujourd'hui d'un outil puissant au service de notre ambition. Et cette ambition, c'est déjà celle de notre secteur tech qui compte parmi les plus dynamiques et les plus innovants d'Europe. Ça a été dit tout à l'heure par Olivier Nataf, avec 18 licornes, dont 9 nouvelles en 2020 et 2021, avec près de 5 milliards d'euros levés au premier semestre 2021, dont 1,2 milliard de dollars effectivement en 2 jours. Notre écosystème est en pleine effervescence. Et nous sommes absolument convaincus que cet écosystème doit s'insérer encore d'une façon beaucoup plus intégrée à l'écosystème européen, parce que ce qui fera la force de cet écosystème tech français, c'est d'être au sein d'un écosystème tech européen dynamique. L'attractivité de la France passe aussi par l'attractivité de l'Europe, comme l'attractivité de l'Europe, j'en suis convaincu, passe par l'attractivité de la France. Deuxièmement, accélérer la décarbonation de notre économie. C'est un des enjeux majeurs d'avenir. Les canicules et les incendies qui ont ravagé le sud de l'Europe, bien sûr, démontrent les problèmes climatiques. C'est une nécessité pour protéger notre planète. C'est donc un enjeu majeur pour nous tous, pour protéger nos modes de vie, mais c'est aussi une nécessité pour conforter notre modèle de croissance. Et il ne saurait y avoir à l'avenir de prospérité sans croissance durable. Je sais que vous partagez cette conviction forte. Et nous sommes certains que la France possède des avantages comparatifs dans le combat pour la décarbonation, à commencer par l'énergie nucléaire. Vous savez que le président de la République a été très clair, dans notre mix énergétique, le nucléaire a toute sa place pour aujourd'hui et pour demain. Nous devons veiller aussi à développer, bien évidemment, des énergies renouvelables. L'énergie nucléaire, c'est une offre d'énergie à la fois sûre, fiable, compétitive et neutre en carbone. Et nous devons compléter par des énergies renouvelables dans lesquelles nos entreprises ont aussi des avantages concurrentiels très positifs. Nous avons pris la pleine mesure du défi et nous nous donnons les moyens pour le relever. Nous consacrons, vous le savez, un tiers de notre plan de relance à des investissements dans la transition écologique pour devenir la première grande économie décarbonée d'Europe après la crise. Troisième enjeu, c'est développer les compétences afin de valoriser l'emploi. Et on sait bien qu'aujourd'hui, c'est particulièrement un sujet de préoccupation pour vous, trouver les talents dont vous avez besoin pour saisir les opportunités de croissance qui sont importantes aujourd'hui en France comme à l'étranger. Avec France Relance, nous investissons massivement pour former, retenir et attirer les talents dont les entreprises auront besoin pour continuer à grandir, innover et à produire. C'est 7 milliards d'euros qui sont mobilisés dans le plan de relance pour les talents. C'est aussi l'objet de notre stratégie Welcome to France, Welcome to la French Tech, que nous avons lancée avec Marlène Schiappa et Cédrico en juillet dernier afin de favoriser et de faciliter l'accueil en France des talents du monde entier. C'est vrai pour la French Tech, c'est vrai pour l'univers de la tech, mais c'est vrai pour tous les secteurs d'activité. Nous devons faciliter l'arrivée de talents dans vos entreprises, en France et en Europe. Pour ça, il faut s'organiser. On s'organise notamment avec des process qui sont simplifiés pour l'accueil de ces talents. Quatrième enjeu, il faut qu'on bâtisse ensemble une véritable stratégie européenne, une véritable autonomie stratégique européenne. À la lumière de la crise, il est désormais clair que nous avons besoin d'une approche européenne des enjeux d'approvisionnement en produits stratégiques, de réindustrialisation et de sécurisation de nos chaînes de valeur. C'est au cœur de la future présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022, comme vous le savez. Et avec nos partenaires européens, nous avons construit un cadre lisible et transparent pour l'accueil des investissements étrangers, avec une philosophie qui est très claire en la matière. Libre marché ne signifie pas libre service. Oui aux investissements des entreprises étrangères, et vous êtes un formidable exemple de ces investissements-là, mais non braconnage que certains États font à travers des entreprises qui sont massivement subventionnées pour acquérir des pépites en France, qui sont d'ailleurs détenues par des entreprises étrangères ou des entreprises françaises, détenues par des capitaux français ou des capitaux étrangers. Et donc nous avons l'ardente obligation de muscler notre jeu en matière de politique commerciale européenne. Nous voulons que notre politique commerciale européenne contribue pleinement à donner chair et corps à l'autonomie stratégique dont notre Union a besoin. C'est l'essence des priorités que je vais porter, que je porte actuellement en tant que ministre du Commerce au sein de l'Union européenne, mais que je vais porter particulièrement dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Notre ambition est de bâtir la politique commerciale du XXIe siècle, c'est-à-dire une politique commerciale moins naïve, qui défende plus efficacement les intérêts de nos entreprises lorsqu'ils sont mis en cause par des pratiques déloyales. Trop longtemps, l'Europe s'est contentée de tendre l'autre joue, si je puis dire.
Depuis 2017, nous avons dit stop, et avec la revue des instruments anti-dumping et des outils d'enforcement, ce qu'on appelle d'enforcement, c'est-à-dire pour veiller à ce que les engagements de nos partenaires commerciaux soient respectés, avec la nomination l'année dernière d'un procureur commercial européen, nous avons commencé à nous donner les moyens d'être respectés. Nous voulons aller plus loin en musclant notre arsenal juridique et notre doctrine d'emploi afin de pouvoir répliquer coup pour coup. Pas pour aller dans une guerre commerciale, rien ne serait pire qu'une guerre commerciale. On l'a vu avec, par exemple, le contentieux entre Boeing et Airbus. Mais simplement pour être respectés comme des partenaires à part égale de nos partenaires américains, chinois, brésiliens, russes ou autres. Nous devons veiller aussi à ce que l'accès au marché soit facilité grâce à la politique commerciale européenne. Nous avons la possibilité, en musclant notre jeu, d'ouvrir davantage de marchés à nos entreprises qui sont installées en Europe et qui ont légitime ambition d'atteindre des marchés à l'étranger. Cela vaut notamment en ce qui concerne les marchés publics qui sont aujourd'hui fermés dans un certain nombre de pays, alors même que nous ouvrons les nôtres aux entreprises de ces pays-là. Ça ne peut pas continuer comme cela. Cela vaut aussi pour contrer le chantage économique et commercial que certains de nos partenaires tentent parfois pour peser sur nos choix ou ceux de nos entreprises, notamment avec des mesures extraterritoriales. En disant cela, nous ne prenons évidemment aucun repli sur soi, aucune volonté de créer des tensions commerciales. On veut au contraire, en se faisant respecter calmement, sereinement, veiller à ce que le commerce soit le plus libre, le plus responsable et le plus loyal possible. Nous affirmons simplement que nous entendons être donc pleinement maîtres de nos choix économiques et commerciaux. Nous voulons affirmer que nous sommes donc souverains. Nous avons toute une partie aussi, et je sais que ça vous est particulièrement cher, de cette politique commerciale en pleine révision autour de la durabilité du commerce mondial, autour des questions d'environnement, autour des questions de droits sociaux, autour des questions de droits humains, de responsabilité sociale et environnementale, qui doit être une marque de fabrique des entreprises installées en Europe et installées en France. Voilà, mes chers amis, les grands défis qui nous attendent. Pour les relever, nous aurons plus que jamais besoin de la contribution des entreprises étrangères, de vos contributions, et nous conserverons la même méthode car elle a fait ses preuves, toujours partir du terrain, toujours faire du sur-mesure pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins des entreprises. Le chef d'entreprise que je suis sait à quel point c'est important d'écouter les acteurs de terrain. C'est tout le sens de la Team France Invest, organisée autour de Business France, qui fédère les forces de l'ensemble des acteurs de l'attractivité, en lien bien évidemment avec les régions, qui sont les acteurs de terrain, avec notamment les agences régionales de développement qui font un travail remarquable dans l'accueil des investissements étrangers en France. Et je tiens à ce titre à saluer la présence des agences régionales de développement, dont le rôle, je le redis, est déterminant pour guider nos entreprises étrangères qui souhaitent investir dans notre pays et répondre à leur cahier des charges. C'est aussi, mon cher Pascal, le sens du prix Choose France, dont les lauréats seront dévoilés tout à l'heure, que tu dévoileras tout à l'heure. Et avec ces prix, nous récompensons des entreprises étrangères qui se sont illustrées, vous le savez, par leur contribution à notre économie, au dynamisme de nos territoires, qui accompagnent un certain nombre de priorités du gouvernement, de l'État et des régions. J'aurai plaisir à me déplacer sur le site des lauréats pour leur remettre leur prix. Je crois que c'est important d'aller in situ, dire aux équipes, à travers vous, mais aussi directement, à quel point nous sommes reconnaissants de l'engagement des entreprises étrangères en France au service de l'emploi dans tous les territoires. Et le chiffre qui a été rappelé tout à l'heure est très important. Plus de 40% des investissements étrangers en France ont été faits en 2020 dans des villes de moins de 20 000 habitants, c'est-à-dire dans des territoires qui aujourd'hui souffrent de désertification industrielle. L'engagement d'irradier nos territoires que vous avez est un engagement très important qu'il faut saluer. Je vous souhaite donc, en ayant peut-être été un peu long, mais j'avais tellement de choses à partager avec vous, je vous souhaite donc 2 excellentes journées d'échange et de débat que je suivrai bien sûr avec attention. Je reste à votre écoute, je reste en contact avec tous les acteurs de l'attractivité de ce pays, à commencer par les entreprises étrangères en France que vous représentez. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et vive l'attractivité française. Merci à vous.